Allez, bonjour à tous et à toutes, petite vidéo de retour sur mon canapé. On va faire... Quand vous allez regarder cette vidéo, on sera en pleine traversée sur le Cap-Vert. Donc là, on est dans les derniers préparatifs avant de partir. Et avant de partir pour le Cap-Vert, je voulais partager avec vous... j'ai lu pas mal de commentaires sur des vidéos que j'ai fait. Alors c'est vrai que je reçois beaucoup de messages et beaucoup de choses, je réponds pas toujours, mais je prends aussi le temps de digérer les messages que je reçois et de revenir dessus. Et puis j'ai aussi des gens qui me contactent via WhatsApp qui sont abonnés aux vidéos techniques, qui aussi reviennent, des fois me donnent des petites choses. Et donc je vais revenir sur 2-3 choses. Donc je vais revenir sur la préparation de la Transat, et notamment je vais revenir sur 2 points qui me paraissent assez intéressants, qui sont j'ai eu beaucoup de commentaires sur mon commentaire sur l'école des Glénans. Et j'ai eu un de nos abonnés qui m'a dit oui, de façon assez sympathique, bon, je sais ce que tu penses des gens qui naviguent en Méditerranée, mais bon, c'est là que je me prépare. Et là, partant de cette remarque-là, je me suis rendu compte que je m'étais certainement mal exprimé, ou que je m'étais fait mal comprendre. Dans les 2 cas, le message apparemment qui a été transmis là-dessus n'était pas celui que je voulais donner. Donc je vais commencer là-dessus, avant toute chose. Alors, vous savez que... alors je vais pas dire que ma chaîne YouTube ne s'adresse pas à ceux qui veulent pas faire un tour du monde en bateau, parce que ça s'adresse à tout le monde et tout le monde est bien vu de la regarder. Mais vous savez que la plupart des vidéos que je fais sont dans l'objectif d'aider les gens qui veulent partir, et donc je suis pas trop à donner des conseils ou des choses comme ça aux gens qui font du bateau le week-end pour le plaisir, comme un bateau dans une marina, et qui font la voile comme une passion comme tout autre. Mais je suis plutôt en train d'essayer d'aider, ou de vouloir donner conseil, ou de partager tout au moins avec les gens qui désirent partir faire un tour du monde. Donc en ce qui concerne la Méditerranée, la préparation en Méditerranée, les gens pensent que je manque de respect pour les gens qui naviguent en Méditerranée, ce qui est complètement faux et erroné. Ce n'est pas du tout le message que je veux transmettre. Ce que j'ai essayé de transmettre, alors Gilou l'avait compris, bon, d'autres l'ont peut-être mal compris, c'est que la Méditerranée, c'est une mer qui est dure, qui tue. Elle a tué beaucoup de nos marins français. Il se lève des coups de vent imprévus. La météo n'est pas valable à 72 heures. Il peut monter un coup de vent n'importe quand. Et en plus, du fait de son fond qui est petit, ça lève une houle qui est très pointue et qui est très mauvaise. Ce qui veut dire qu'elle est très difficilement navigable. Naviguer en pré-Méditerranée par 25 nœuds de vent, c'est un calvaire, alors que c'est faisable tout à fait dans les Antilles, entre 2 îles. Tous ces facteurs-là font que la Méditerranée, c'est une mer de merde. Alors, elle est magnifique par rapport à ses mouillages et aux choses qu'il y a à voir, mais pour naviguer, c'est pas une mer qui se navigue facilement. C'est-à-dire que parmi les gens qui sont là, ou que ceux qui se posent la question, il n'y a personne qui a fait 4 jours au bon plein en Méditerranée, tranquillou, entre 2 endroits, où ça vous arrive une fois dans votre vie. Ce qui veut dire que c'est une mer qui est dangereuse. Le fait qu'elle soit dangereuse fait que les gens, au départ, quand ils commencent à naviguer dessus, ils naviguent un petit peu comme on le ferait partout ailleurs, et puis ils prennent inévitablement un coup de vent qui n'a pas été annoncé, une mer qui se lève, un gros temps, ils se disent attention, là c'est dangereux. Dans le pire des cas, ils se font peur, et ça leur arrive une 2e fois, et ça finit par des gens qui, à cause de la mer Méditerranée, ne partent pas pour des escales de plus de 24 heures ou de 48 heures, ne font plus de navigation de nuit, donc ne peuvent pas se préparer correctement du fait que la mer ne le permet pas. Donc je n'ai rien contre les gens qui naviguent en Méditerranée, je dis juste que pour se préparer pour faire un tour du monde, c'est pas la mer qu'il faut, c'est pas l'endroit où je pense qu'il faut se préparer. Passer 4 ans en Méditerranée pour se préparer pour un tour du monde, je pense, de mon point de vue, que c'est une erreur. Je vais revenir dessus après. Ensuite, j'ai eu des réflexions comme quoi, oui, d'où tu tiens tes informations, comme quoi l'école des Glénans, etc., etc. Alors, premièrement, l'école des Glénans est une école extraordinaire. Le guide des Glénans et ma Bible à bord, je l'ai toujours avec moi. Au jour d'aujourd'hui, je pense que le niveau a beaucoup baissé. Alors, on peut très bien tomber sur des moniteurs géniaux. Mon retour d'expérience, c'est que
Gilou a embarqué 2 ou 3 équipiers. J'en ai embarqué en 10 ans au moins une quinzaine. Comment il s'appelle, Jean-Yves en a embarqué. Enfin, tous les gens que je connais ont embarqué les équipiers qui ont fait l'école des Glénans. 99%. Thierry, qui est sur Flotti, il traverse à partir de dimanche, Thierry du Puy-Cavert, petit coucou à toi mon Thierry, a embarqué les équipiers de l'école des Glénans. Il s'avère qu'on est tous d'accord là-dessus. Quand on les a reçus au début, on s'est dit putain, chouette, un mec qui a fait les Glénans, au moins lui il va savoir faire du bateau, etc. Et en général, on est tous d'accord, c'est le premier qu'on a voulu débarquer parce qu'il sait rien faire, il est au courant de rien et c'est le pire de tous. En plus, la plupart du temps, il a appris des choses qui n'allaient pas bien. Alors peut-être qu'on est très mal tombé, ou que je suis très mal tombé, peut-être que je suis un petit peu difficile avec les équipiers, mais quand c'est 10, 15, 20 bateaux qui vous disent « Ah non, mais moi les mecs des Glénans, c'est bon », voilà, donc peut-être que voilà, on a eu pas beaucoup de chance, c'est à ça que je me réfère, et c'est pas une critique absolue de l'école, je leur en veux, machin, etc., j'ai rien à dire. Je pense juste que du fait que ce soit devenu une école où il y a énormément de monde, il y a énormément de turnover et il y a énormément de monde sur les bateaux, on les a croisés plusieurs fois aux Antilles. Quand moi je vois 8 personnes sur un 40 pieds en train de faire la Guadeloupe descente aux Grenadines et remonter, je me dis qu'est-ce qu'ils ont appris à 8 sur un voilier, quoi. C'est très peu. Et aussi, je ne pense pas, alors là, on m'a dit oui, mais on peut faire la transat avec l'école de Glénans. Qui a fait la transat avec l'école de Glénans? Combien il y en a qui prennent cette option-là? Donc c'est vrai qu'on peut faire du long cours avec les Glénans, mais c'est très rare que ce soit l'option qu'on prenne. Et alors, pour clôturer sur la Méditerranée et l'école des Glénans et faire maintenant une vue d'ensemble là-dessus, admettons, puisque le problème qu'on a, nous, en tant que voileux que nous sommes, on a tous un bon petit ego, et chaque fois que j'essaie de transmettre un message, chacun le prend pour soi, au lieu de dire, attention, qu'est-ce qu'il veut dire derrière ça, et il ne s'adresse pas à moi, je ne m'adresse pas à toi qui regarde cette vidéo, j'essaie d'avoir une analyse globale des choses. Donc je vais sortir de la voile un instant, et revenir après pour faire un parallèle que les gens ne se sentent pas visés. Si tu dois te préparer pour faire un tour du monde à vélo. J'aime bien l'idée du vélo, ou un marathon. On va prendre aussi les deux cas. Est-ce que, pour te préparer pour faire un tour du monde à vélo, tu vas prendre un vélo génial, etc., et que tu vas faire des sorties d'une journée et rentrer le soir, ou des sorties maximum de 2 jours, et le soir être dans un mouillage? Est-ce que tu penses que ça va te préparer pour faire un tour du monde à vélo? Non, absolument pas. Parce que pour te préparer, même exemple pour un marathon, tu ne fais pas des courses à pied de 2 km pour préparer un marathon qui en fait 40 et quelques. Non, à un moment donné, il va falloir que tu fasses des sorties longues. On est bien d'accord. Donc, pour se préparer, pour partir faire un tour de l'Atlantique, pas forcément un tour du monde, mais partir au long cours, il est inévitable que tu saches ce que c'est de passer 5 ou 6 jours en mer. Qu'est-ce que c'est que de passer 6 jours à faire à manger dans la cuisine? Comment on prépare cet avitaillement? Comment ça se passe la nuit quand ça bouge? Est-ce que je suis capable de? Et ça, tu ne le fais pas, je suis désolé, quand tu fais une sortie de 24 ou 48 heures et que tu arrives dans un mouillage et que là, tu vas dormir sur tes 2 oreilles, si tu as mis ta bonne encre et que tu as fait un mouillage qui est bien protégé, ça y est, c'est fini, tu as fait tes 2 jours, c'est terminé. Et non, la navigation au long cours, c'est justement la différence entre un marathon et un sprint, c'est qu'il faut être capable de tenir les conditions que la mer va imposer ou que tu t'es imposé en prenant le créneau météo, parce qu'en général c'est nous qui nous imposons les conditions dans lesquelles on part, et est-ce que tu vas être capable de gérer ça de façon journalière? Et la seule façon que tu as de le faire quand tu pars faire un tour du monde à vélo, moi je parle de quelque chose que je connais, puisque j'ai fait la Californie à vélo avec Karine que je salue. Voilà, on a acheté des vélos, on a mis des sacoches, on a fait des sorties. Tiens, ça c'est pas pratique pour faire manger. Tiens, la tente celle-là elle va pas. Là on est trop lourd, tu vois, on n'arrivera pas à monter les côtes comme ça. Dans les virages il y a trop de poids sur l'avant, on se casse la gueule, sur le roue avant. Et on a testé les vélos pendant un long moment, on les a préparés, repréparés, surpréparés, on a diminué du poids, enfin on a fait tout un tas de choses qui ont fait qu'à la fin on est parti et on a fait une grosse partie à vélo des États-Unis. Et ça, on n'aurait pas fait si on avait fait des sorties à la journée. À un moment donné, cette préparation-là, elle s'est faite sur des longues distances. Un marathon, tous les gens qui préparent des sorties longues, quel que soit le sport, ils font pas que de la préparation d'une demi-journée, c'est pas vrai. Donc, si vous avez le désir de partir au long cours, eh bien,
il va être inévitable, ou ça sera une grosse erreur, que de ne pas vous préparer comme il se doit. Et c'est ce que je pense qui fait qu'on se retrouve encore, là on le voit encore, des gens là qui sont arrivés ici, qui disent ah, on y va pas, comment ça se passe, ouais, bon, on va peut-être s'arrêter au Cap-Vert, puis après on va faire une transat courte, parce que, pourquoi? On dit en boxe souvent, préparation, enfin entraînement difficile, guerre facile. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, quand vous naviguez en med, forcément, qui a fait 600 000, enfin, qui a fait 4 jours à 6 nœuds au bon plein en mer. Donc, 6 nœuds par jour, c'est 200 000, 4 jours, c'est 800 000. 800 000, traverser la Méditerranée de mort à l'autre. Donc tu l'as pas fait parce que si t'es parti de Corse, t'étais déjà arrivé de l'autre côté, il y a 400 000 ou 500 000 pour arriver de l'autre côté. Donc tu t'es jamais tapé 5 jours de navigation complète au portant, savoir comment ça se passe, comment le bateau bouge, tester ton autopilote, voir la gestion de tes batteries sur 72, sur 80 et quelques heures, etc. etc. Donc, faire à bouffer. Ça paraît pas, mais je vous assure que faire à bouffer dans un bateau pour 4, quand ça gigote pendant 8 jours, et une transat c'est plutôt 15, voilà, on adapte les plats, on ne vit pas du tout de la même façon quand on part au long cours que quand on vit de mouillage en mouillage. Et donc je vous encourage fortement, à faire une préparation digne de ce nom qui va faire que vous ferez partie de ceux qui auront préparer la transat et qui la vivront certainement d'une façon plus tranquille et l'aborderont d'une façon plus tranquille parce que vous aurez fait l'apprentissage qu'il faut avant. Pour ceux qui font les Glénans et qui veulent faire de l'école de voile et qui veulent apprendre à faire de la voile, apprendre à faire de la voile au Glénan, c'est une bonne base. Mais si vous désirez partir au long cours, à part peut-être faire la transat avec les Glénans, mais là je pense que les places sont limitées, encore une fois, c'est pas la préparation qu'il va vous falloir. Donc prenez ça comme base pour savoir ce que vous voulez apprendre. Et puis après, il va falloir faire des sorties avec des gens qui naviguent et des sorties de 3, 4, 5, 6, 8 jours, etc. Jean-Yves et Catherine qui sont là, ils sont pas là par hasard, bon c'est des amis, mais ils sont pas là par hasard parce qu'ils m'aiment bien seulement et qu'ils sont dit tiens on va faire un tour de bateau avec Steph. Non, ils sont là parce que ça fait 5 ans qu'ils naviguent en Méditerranée, qu'ils se rendent compte que la météorologie c'est pas ça du tout, qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas exploiter le bateau comme ils ont envie parce que chaque fois qu'ils font 2 nuits d'affilée, ils prennent un coup de carton, ils sont à 2 dessus, ils vont se mettre à l'abri, donc quand ils partent en nave, ils ont un plan A, un plan B, un plan C, un plan D jusqu'au plan Z pour être sûr d'avoir un abri à un moment donné si ça se lève et que c'était pas prévu. Ils sont des accros d'avoir de l'internet et du téléphone et de l'Irinium pour pouvoir avoir la météo en temps réel pour être sûr qu'on va pas être surpris par un truc qu'on n'aurait pas vu. Et puis là ils viennent de se rendre compte que ah ouais tiens c'est bizarre, quand on fait Gibraltar Canaries, le fichier météo il était juste. Alors là entre les îles les fichiers météo ils sont justes quoi. On regarde et là on en arrivait à ce que Jean-Yves maintenant sur le bateau le matin et encore il fait plus toujours la météo, il fait ah ouais c'est comme hier. Et voilà, et la météo ne change pas. Et en fait, là on va faire, donc on part au Cap-Vert, là on sera au Cap-Vert quand vous verrez cette vidéo, enfin sur la route du Cap-Vert, et puis on part pour la transat derrière. En fait, ils sont en train de réapprendre que finalement les fichiers météo, ça peut être vrai, même si c'est un peu sous-estimé. Là en ce moment il y a pas mal de bateaux qui sont détournés, parce qu'il y a 40 nœuds au large, donc il y a pas mal de bateaux qui sont détournés sur le Cap-Vert. Pareil, là les 2-3 bateaux que je connais qui sont détournés, c'est les 38 pieds. J'en avais une discussion l'autre jour avec Gilles, tu vois, Gilles me disait putain si tu m'avais dit j'aurais pris un 50 pieds, le 45, je le manie tout seul, c'est une bicyclette. Et bien 40 nœuds sur un 38 pieds, c'est pas 40 nœuds sur un 45 ou sur un 50 pieds. Nous on serait dans 40 nœuds devant là, je peux vous assurer qu'on tirerait tout droit et on rentrerait pas. Parce que 40 nœuds avec un bateau qui fait cette taille là, et avec l'expérience qu'il y a derrière, on réduit, on met du génois, le pilote il tient bien, ça avance, ça bourre à 7 nœuds et demi, 8 nœuds, et c'est génial. Bon mais voilà, mais tout ça c'est de la préparation, c'est de l'entraînement. Donc la météo au large elle est vraie, des fois ils sous-estiment un peu, mais ce qui est sûr c'est qu'ils vont pas prendre des gusses à 55 nœuds parce qu'il y a un coup de Mistral, un coup de Tramontane qui s'est levé, des vagues qui vont se mettre comme ça, non, ça pousse du cul, donc ils ont pris 40 nœuds, mais c'est 40 nœuds du cul qui pousse avec une onde entre les vagues de 14 secondes, donc ça part au surf, quoi. Donc c'est pas non plus le bout de la mort.
Et pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos techniques sur le gros temps, n'ayez pas peur de rattraper la vague de devant, vous ne la rattraperez jamais, les bateaux de course n'y arrivent pas. Quand j'étais sur des katas qui sont des katas performants comme le gunboat, en 12 mètres de vague, on n'a jamais rattrapé la vague de devant, et pourtant on faisait 30 nœuds en surf. Donc ne vous inquiétez pas pour la vague de devant, vous ne la rattrapez pas, bien au contraire, plus vous allez vite dans le gros temps, mieux ça se passe. Donc l'erreur générale, c'est de ralentir. Voilà, c'était le message que j'avais à vous transmettre. Et donc, vous savez que cette nouvelle, comment dirais-je, ce nouveau départ avec Libre, il se fait sous l'effigie du partage et de la vie, puisque c'est un hymne à la vie, hein, au vu des gens qui nous ont quittés ces derniers temps, qui ont eu des maladies, qui ont dû partir. Et donc, c'est un message qui est sans aucune animosité pour personne. N'allez pas prendre ça de façon personnelle. Je reçois des emails comme ça tous les matins. Oui, mais moi. Mais j'ai envie de te dire, oui, mais toi, t'es pas tout seul. Et il y a plein de gens qui regardent ces vidéos et le prends pas personnellement. Et peut-être que si tu te prépares en Méditerranée, ben dis-toi, tiens, peut-être que c'est vrai que combien de fois j'ai fait 3-4 jours en naviguant bien, en pouvant mettre mes voiles en ciseaux, en essayant ça pendant une nuit. On se rend compte que pratiquement tous les gens qui sont préparés en Méditerranée, quand ils traversent l'Atlantique, ils prennent des rilles la nuit. Pourquoi ils prennent des rilles la nuit? Parce qu'en Méditerranée, la nuit, il y a des coups de vent. En Atlantique, le vent ne change pas la nuit. Donc ils mettent 2 fois plus de temps que les autres. Parce que les autres, ils naviguent complet. Et ben, ça, tu vois, ça fait partie aussi des peurs que te transmette cette mer, alors que si tu t'entraînais ailleurs, ce ne serait pas le cas. Voilà, je ne vais pas en faire plus long. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche. J'espère à l'avance que notre navigation se passera bien, mais pas de raison jusqu'au Cap-Vert. On se retrouve là-bas. Je pense que la vidéo la semaine prochaine, je vais faire une autre vidéo sur vraiment les dernières préparations pour que vous ayez une idée bien complète de ce qu'on a fait et comment on a préparé le bateau. Encore une fois, hein, cette nouvelle saison avec Libre, c'est pour... donc le bateau n'était pas prêt quand je l'ai acheté, c'était voulu, on a acheté un bateau, j'ai acheté un bateau d'occasion sur lequel avait les travaux, c'était pour montrer aux gens qu'il ne faut pas 5 ans pour préparer un bateau. Là, on l'a acheté en août, on est en janvier, on est en train d'attendre une pièce, là c'est pour ça que ça traîne. Le bateau, ça y est, on a fait tout ce qu'il y avait dessus, je pense qu'on n'aura plus de surprises. Donc vous voyez, ça s'est préparé en moins de 6 mois. Et c'est pour montrer aux gens que c'est faisable, encore une fois, hein, j'essaie de vous expliquer mieux une deuxième fois que voilà, il ne faut pas hésiter, il y a des bateaux d'occasion, le marché est là, vous pouvez trouver des jolis bateaux à des prix intéressants, il y aura un petit peu de boulot dessus. Ce qui vous prépare, c'est que voilà, tout ce qu'il y avait à faire sur les travaux, il faut que vous soyez au point en mécanique, électricité, etc. Vous avez les vidéos techniques, allez-y, n'hésitez pas, que vous soyez un petit peu prêt au niveau de la météorologie et savoir naviguer. Et regardez, on est là, ça n'a pas pris longtemps, on va retraverser, et c'est ce qu'on essaie de transmettre avec cette nouvelle saison de Libre. Et donc, on veut vous donner plein de courage et plein de désirs et plein de rêves et vous montrer qu'ils sont réalisables, quel que soit l'âge, quelles que soient les finances et quel que soit votre projet de navigation. Voilà, on a plein de petits copains qui suivent la chaîne YouTube, qui sont venus dire bonjour, c'est bien sympa. On est bien content de se rendre compte que ben voilà, les gens ils me disent tiens, j'ai suivi ta chaîne, ça m'a donné des idées, j'ai regardé et finalement je suis parti, et ça fait énormément plaisir. Merci à tous et à toutes, je vous souhaite un excellent dimanche. Salut, ciao ciao.